La dernière fois, on avait étudié les principes de construction en partant du principe du nombre d'or. Donc, je vous avais expliqué que le nombre d'or était quelque chose qui remonte très très loin dans l'Antiquité, hein, qui est une proportion qui a été beaucoup utilisée dans l'Antiquité, mais aussi à la Renaissance, dans toutes les œuvres classiques, etc. C'est pas du tout la seule proportion que vous pouvez utiliser. La règle des tiers est une autre règle qui est beaucoup utilisée, notamment en photo et aussi en graphisme. C'est la règle qui détermine que notre champ de vision comporte des lignes de force et des points de force. Alors ça correspond à une réalité, puisque effectivement, naturellement, nous avons tendance à diviser notre champ de vision en 3 tiers. Donc le fait de l'utiliser dans le graphisme, c'est jamais qu'une transposition d'une réalité qui est physiologique, qu'on n'explique pas forcément de manière très nette. Alors comment ça fonctionne la règle des tiers? Quand on adopte une division régulière, ça va entraîner un rythme plus moderne qu'une division basée sur le nombre d'or. Quand je veux dire régulière, c'est que la règle des tiers, ça veut dire 3 parts égales dans l'image dans chaque dimension. C'est 3 tiers. Le nombre d'or, 1,618, ça veut dire que vous avez une proportion qui est pas répétable. 0,618, c'est pas une partie entière de 1. Donc on ne peut pas diviser. Ici, on divise. Et on va donner un rythme parce qu'une structuration de l'espace, quelle qu'elle soit, c'est un rythme. Et ici, le rythme va correspondre à quelque chose de plus habituel pour vous dans la vision, quelque chose de plus moderne. Alors, toute structuration de l'espace est un rythme, ça ne veut pas dire qu'on doit diviser toujours l'espace entier de manière régulière comme ceci. On peut aussi diviser l'espace entier comme ceci. Alors ceci, c'est une division un petit peu particulière, puisque on a une ligne de force qui est l'oblique. Vous avez une source de lumière en haut à gauche du cadre. Vous avez l'image qui est structurée sur une diagonale. Et en même temps, alors la bande de lumière fait grosso modo un tiers de la largeur totale de l'image. Hein. Vous avez à peu près un tiers noir, un tiers blanc, un tiers noir. Mais vous avez aussi une structuration entière qui est verticale, puisque vous avez une partie supérieure de l'image, ici, qui ne comporte pas de personnages, une partie centrale où se trouvent les personnages, puis une partie inférieure où il y a la fin des ombres et puis plus de personnages non plus. De même, horizontalement, on pourrait imaginer qu'on est presque dans une division entière avec les personnages au centre, rien à gauche, rien à droite. Donc les tiers, on les retrouve un peu partout. Alors ici, je vous passe la photo aussi pour un clin d'œil, puisqu'il y a 3 personnages dans l'image, donc ça fait encore l'utilisation du nombre 3. Alors, division entière, ça peut se faire simplement verticalement. Ici, vous avez en gros 3 tiers de l'image, le rythme vertical de l'image. Il va y avoir, en partant du haut, les murs, la voiture rouge, qui est un élément qui est très marquant, puisque c'est le seul élément d'une couleur vive dans le décor, et puis la rue en dessous. Donc ça peut fonctionner comme ça. Rappelez-vous toujours que vous avez une lecture, même si une image est en 2 dimensions et que par nature votre œil va percevoir la totalité de l'image en une seule fois, vous avez une vision globale, mais vous avez aussi une vision analytique, c'est-à-dire que vous allez avoir un parcours sur l'image. En l'occurrence, le parcours sur l'image, le parcours de votre œil, va probablement commencer par la voiture, puisque c'est l'élément le plus marquant, okay, qu'il occupe une grande surface, qu'il est d'une couleur vive, et puis vous allez probablement établir un rapport, un parcours oculaire entre la voiture et puis la dame, éventuellement le chat, mais tout ça en fait va se répondre à l'intérieur d'une proportion qui est fixée par le cadre et qui est fixée par les proportions des éléments dans le cadre. Pareil ici. Alors ici, en fait, si on devait structurer, j'ai pas dessiné les lignes de force, mais si on devait structurer, en fait, on aurait 3 tiers aussi. Même sur une image décentrée comme ça. Alors je sais bien que le rythme horizontal, si on devait diviser avec un axe vertical la photo, on aurait tendance à le mettre au milieu, avec les personnages à gauche, la rue à droite, effectivement, et éventuellement les personnages à gauche, noirs de peau, et le chat à droite, noir de poil,
ça peut faire un renvoi aussi, mais en l'occurrence, moi ce qui m'intéresse ici, c'est le placement de la tête du personnage principal, celui qui a le sweatshirt blanc, qui est situé sur un point de force. Les points de force, c'est quoi? C'est la rencontre des lignes de force. Dans ce cas-ci, si vous tracez 2 tiers avec des lignes verticales, le premier tiers, en partant de la gauche, va passer sur le visage du personnage. Le deuxième va passer sur la tête du chat, et en tout cas va limiter le groupe de personnages sur la droite. Verticalement, avec des lignes horizontales donc, votre premier tiers va passer sur la tête de tous les personnages, le deuxième tiers va passer sur leur mollet et la tête du chat, en gros, et donc va créer aussi une structure de ce point de vue-là. Les points de force sont quelque chose d'extrêmement important. Lorsqu'on place un élément signifiant dans une composition sur un point de force, on va renforcer le regard, on va renforcer la tendance plutôt du regard à aller voir ce point de force. Les points de force, il y en a 4 dans une image. Lorsqu'on divise une image entière, l'intersection des tiers verticaux et des tiers horizontaux, ça donne un point de force. En l'occurrence ici, le point de force est situé sur le bras du bébé, mais en fait ce qui nous intéresse, c'est que le point de force, il n'est pas précis au dixième de millimètre près. Donc le point de force, c'est en gros ce qu'il y a à l'intérieur du cercle pointillé. Et donc vous voyez qu'un point de force, c'est la bouche de la maman. Donc si vous regardez l'image, je vous la remets comme ceci, vous allez effectivement avoir une image qui est à peu près structurée entière. Le tiers de gauche passe sur la tête et le corps du bébé, le tiers de droite passe sur la bouche de la maman et sur l'axe du corps de la maman, et le tiers horizontal, oui, effectivement, l'image est un petit peu trop haute, et en fait, si vous la regardez longtemps, vous allez peut-être vous dire que si vous deviez l'améliorer, cette image, peut-être qu'on la cadrerait un petit peu plus haut pour que les visages tombent plus sur les lignes de force. Mais en tout cas, la présence du point de force à proximité de la tête du bébé, à proximité de la bouche de la maman, va induire un regard de votre part et va donner plus de sens, plus d'importance à cette image, aux éléments signifiants dans l'image. Quand vous faites un portrait, par exemple, c'est pas mal si vous vous arrangez pour faire tomber les yeux sur les lignes de force et sur les points de force. Parce que les yeux sont les éléments les plus signifiants dans un visage humain. Et si vous les placez sur des points de force dans votre composition, eh bien vous allez renforcer alors la tendance de l'œil du spectateur à regarder ces yeux-là, parce que ce sera à un endroit qui semble naturel pour nous. Ça ne marche que dans des très gros plans. Et si vous faites ça, généralement, avec la plupart des cadres et avec la plupart des sujets, vous allez devoir couper le sommet du crâne et couper le menton. Mais c'est pas grave, ça va fonctionner quand même. Quand vous faites un paysage aussi, après je vous montre d'autres exemples, mais quand vous faites un paysage, si vous voulez centrer votre paysage sur le ciel, si vous photographiez un coucher de soleil, vous n'avez pas intérêt à mettre la ligne d'horizon au milieu de l'image. Vous allez prendre une image horizontale, vous n'avez pas intérêt à mettre la ligne d'horizon au milieu. Vous allez plutôt la mettre au tiers inférieur. Comme ça, vous allez donner 2 tiers au ciel, 1 tiers au sol, et votre image sera moins statique, et votre image renverra plus à un regard, une dialectique, si vous voulez, une dynamique, un renvoi entre le sol et le ciel. Alors, cette question de proportion et cette question d'asymétrie, elle est absolument capitale, évidemment, dans la composition, puisque autant on va se servir des axes, on va chercher l'harmonie, on va chercher l'équilibre, autant si on le fait trop, l'image ne bouge plus, elle est un peu pelante. Donc on va chercher les décalages, on va chercher à varier les proportions. Il y a plein de proportions possibles, je suis désolé pour la mauvaise qualité de l'image, il y a plein de proportions possibles dans un format. Vous pouvez faire des diapasons. Un diapason, c'est quoi? Un diapason, c'est lorsque vous avez une symétrie exacte entre 2 pages. Donc, diapason double, vous allez être avec une symétrie gauche-droite. Ça pourrait être, la ligne bleue fixe pourrait être, par exemple, une reliure de livre. Vous pourriez avoir là une double page de livre. Un diapente, ça va être l'utilisation d'une proportion non régulière. Donc, généralement,
d'une proportion différente entre la verticale et l'horizontale. Donc ici, vous avez un diapente, 2 tiers au centre au-dessus. Vous avez un diapente avec 3 tiers, mais 3, 6, 9 en bas à gauche. Donc vous avez plein de manières d'organiser. Je ne vais pas commencer à vous donner des noms compliqués pour toutes les organisations, on s'en fiche. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que vous devez à la fois utiliser des proportions qui sont organisables mathématiquement. Rappelez-vous ce que je vous ai dit du nombre d'or. Le nombre d'or, c'est un nombre avec un sens un peu magique. Pourquoi? Essentiellement parce qu'on le retrouve partout dans la nature. C'est une proportion qui est utilisée dans plein de choses dans le monde naturel. Et donc, il est relativement logique que les anciens, voyant ça, se disent cette proportion, c'est donc une proportion qui est liée à la nature et peut-être bien au caractère divin de la nature. Donc, utilisons-la. Aujourd'hui, on peut se dire aussi qu'il y a d'autres proportions mathématiques qu'on peut utiliser. Le principe, c'est que si vous arrivez à l'organiser mathématiquement, si vous arrivez à trouver un petit calcul qui vous permet de diviser le format, d'établir le rapport entre des dimensions, probablement il y a quelque chose que votre œil instinctivement verra. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a une image où il n'y a presque pas de ligne horizontale et verticale. L'image est complètement... Voilà les lignes de force dans l'image. Je ne les ai pas superposées, mais en gros, c'est ça. Et pourtant, on a une image qui est grosso modo organisée en tiers. On a le tiers de la fenêtre, on a le tiers du fond de l'image, on a le tiers du mur de droite. Sauf que, ils sont un peu décalés. Pareil verticalement, on a le personnage qui occupe un tiers vertical de l'image. Ça, c'est un peu plus net. Un tiers pour le plafond, un tiers pour l'escalier. Mais on a détourné les lignes de force, on les a tordues, on les a inclinées, de manière à provoquer un déséquilibre. Alors pourquoi est-ce que ça fonctionne ici? Rappelez-vous donc ce que je vous ai dit, des rapports mathématiques qu'on doit pouvoir décrire. Ici, on a des rapports de tiers. On pourrait décrire des rapports d'inclinaison aussi, je ne vais pas encore rentrer là-dedans. Mais surtout, ce qui se passe, c'est qu'on a des lignes qui pourraient être verticales et horizontales, qui ne le sont pas. Et pourquoi? Parce qu'elle renvoie à la notion de déséquilibre, et cette dame, elle est en train de descendre un escalier. En gros, elle a une chance sur 2 de terminer en 1000 morceaux en bas. Parce que visiblement, l'équilibre est précaire. L'équilibre précaire des lignes de force dans la photo renforce l'équilibre précaire des livres dans les bras de la dame. D'accord? Donc on a une composition qui va dans le même sens que le sujet. Ça, c'est important aussi. Dans le premier exercice de composition que je vous donnerai, ce ne sera pas encore cette semaine, j'ai plus le planning en tête, mais ce sera dans une semaine ou deux. Donc je vous donnerai l'énoncé et je vous demanderai de travailler sur un exercice de composition. Et je vous demanderai quoi? Je vous demanderai de travailler sur la composition entre une photo et un texte. Et ce ne sera pas un travail de photo. Ce sera un travail d'organisation de l'espace entre les lignes de force de la photo et le placement du texte. Et ce que je vous demanderai de faire, ce n'est pas de faire une jolie photo, ce n'est pas de faire un joli travail, c'est juste d'arriver à utiliser les mêmes principes de composition pour le texte dans la photo et dans la photo, et que tout ça soit signifiant avec la phrase que vous aurez choisie. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant, enfin vous avez de toute façon les énoncés sur internet déjà, donc vous pouvez déjà aller voir, ce sera une phrase qui vous décrit vous, mais ce que je vous demanderai, c'est d'avoir si vous travaillez sur le déséquilibre, il va falloir à un moment donné incliner les lignes, rompre les symétries et faire quelque chose qui n'est pas en équilibre. D'accord? La composition, c'est ça. C'est renforcer le sens par l'organisation des éléments graphiques. Ici, pareil, on a grosso modo une composition entière, sauf qu'on n'est plus dans le déséquilibre. Ici, je dis pareil, pas pareil pour le sens, mais on a de nouveau pris les lignes de force et on les a décalées. Pour donner quoi? Pour donner, certes, une stabilité, mais peut-être l'idée de mouvement. Voilà un monsieur qui est dans un train. Il est bien installé, il est stable, il est confortable, mais il avance. Effectivement, on a une division de la page grosso modo entière, sauf que les tiers sont décalés vers la gauche, donnant l'idée d'avancer ou de reculer, allez savoir. Une image de box, les axes sont utilisés comment ici? Il y a plusieurs axes. Il y a
les axes des couleurs claires, c'est une photo en noir et blanc, donc les jambes qui remontent vers le visage, la chemise du soigneur qui est sur la droite et qui renvoie au côté clair de la peau du boxeur, vous avez les axes des cordes, et tout ça va vous amener où? Ben, si vous suivez les constructions, en fait, ça va vous amener ici, et ici c'est quoi? Ben, c'est pile poil sur le visage du boxeur. Alors cette photo elle est intéressante parce que si vous voulez amener le regard du spectateur sur un point précis, ici le visage du boxeur, ben, vous pouvez effectivement le photographier en gros plan et le mettre au milieu de l'image. C'est parfaitement inintéressant, mais ça marche. Vous pouvez aussi vous arranger pour utiliser les lignes de composition, donc dans ce cas-ci la répartition des masses de couleurs et les lignes des cordes du ring, pour emmener de manière un peu plus subtile le regard du spectateur sur le visage. Le sujet principal de cette image-là, c'est le visage du boxeur. Dans un portrait, on peut le faire aussi, hein, Quentin Tarantino, donc un portrait un peu décalé. Décalé comment? Ben, décalé à cause des lignes de force, qui vont emmener le regard ici. Dans un paysage, une vue de New York, l'Empire State Building. Et donc ce qui est intéressant ici, c'est quoi? Ben, c'est le renvoi entre la verticalité du building, la verticalité du panorama entre les bords de la rue qui sont... Les bords de la rue sont formés par des bâtiments qui sont également hauts, donc on a une perspective qui est très verticale comme ça dans la rue. La dame qui est debout, qui est au coin du magasin, je ne sais pas ce que c'est un mini-restaurant ou un truc comme ça, un diner. Et donc tout ça fait qu'on va utiliser les verticales pour montrer la verticalité de New York. La photo est verticale aussi, donc on utilise le cadre aussi, et on a un ensemble de lignes de force, on pourrait les diviser, on pourrait les utiliser, enfin les montrer différemment, mais voilà, on a des lignes qui vont être une construction. Donc verticalement, vous avez le bord du bloc, vous avez les bords de la perspective de la rue, puis horizontalement, ben, vous avez ce qui va être provoqué par l'enseigne, dans une moindre mesure, mais pour moi l'enseigne n'est pas très importante visuellement parce qu'elle est un peu dans les mêmes tons que le reste. Donc certes il y a des lignes horizontales, mais moi ce qui m'intéresse surtout c'est le vert de la vitrine, le vert de la robe de la dame, qui vont donner un renvoi horizontal. Donc vous avez un croisement de lignes de force. Il ne faut pas forcément, quand vous avez une photo, chercher à tout expliquer. Je vous montre beaucoup d'exemples photographiques. Il est clair que la photographie, dans le fait qu'elle va être une trace de la réalité, on verra ça l'année prochaine en communication, mais la photographie, elle a une fonction qu'on appelle une fonction d'attestation. Elle montre que quelque chose était là. Et en soi, elle se suffit parfois. Une photo d'identité, ben, c'est juste l'attestation que vous ressemblez à ça. Il n'y a pas d'autre volonté dedans. Vous faites des photos de vacances, ben, généralement les photos de vacances sont absolument pelantes pour n'importe qui d'autre que vous. Pourquoi? Ben, parce que vous, cette photo, elle vous rappelle quelque chose qui a existé, elle vous renvoie à un sentiment parce que les vacances c'était chouette et machin, alors que vous la montrez à quelqu'un d'autre, elle renvoie à rien. Les photos de vacances, en fait, c'est super intéressant à analyser. Parce que les 9 dixièmes ou peut-être 99 centièmes des photos de vacances que n'importe qui fait, elles n'ont strictement aucun intérêt pour quelqu'un d'autre que vous. À partir du moment où vous faites de la photographie et où vous cherchez à exprimer quelque chose dans la photographie par la composition, ben là vous allez y mettre quelque chose d'autre. Mais en même temps, quand vous y mettez quelque chose d'autre, si votre photo commence à parler à d'autres personnes qu'à vous, ben vous y perdez quelque part cette authenticité qui fait que c'est vos vacances à vous. Ça devient quelque chose d'universel. Vous voyez, il y a une espèce de renvoi entre les deux. Si vous cherchez à exprimer quelque chose d'universel dans la composition, vous perdez le côté intime. Mais comme je disais, il ne faut jamais oublier que finalement, ça c'est aussi juste une photo de New York. Ah, elle est intéressante. Voilà, elle est pas ordinaire, on voit bien qu'il y a quelque chose qui interpelle l'œil, qui est signifiant, on peut analyser un petit peu. Il ne faut pas oublier que c'est juste New York. Hein? New York étant un paysage intéressant, n'importe qui va à New York, quand il fait une photo, il a quand même une chance sur deux de faire une photo intéressante, malgré lui presque.
D'accord? Donc, prudence avec la photographie. Alors, une autre photo qui utilise les proportions. Donc ici, on va déstructurer complètement les proportions. C'est une affiche avec du texte, mais le texte est exprès déformé de manière à être quasiment illisible. On va avoir une forme qui va s'organiser comme ça, une espèce de poisson comme ça, avec un vide au centre. Alors ce qui est intéressant ici, c'est que le vide, c'est un peu comme s'il avait été provoqué par une explosion qui aurait été placée sur le premier tiers droite. Donc là, on a du rien qui est placé exprès sur un espace signifiant. Donc, si on pourrait la voir, cette image, comme l'explication en creux de ce que je disais précédemment. Sur le premier tiers de gauche, verticalement, vous avez du texte. Bon, il est un peu fracturé, il n'est pas droit, tout ce qu'on veut, mais enfin, voilà, le premier tiers de gauche de l'image, c'est du texte. Et puis, ce qui passe sur la ligne du deuxième tiers est vide, comme si cet élément signifiant là avait été exprès ôté et avait repoussé le reste en creux. Donc voilà, c'est une autre manière d'utiliser les tiers. Encore une affiche ici qui va grosso modo utiliser un axe vertical, enfin qui est décalé avec la banane, mais en gros l'axe va être là. Et puis deux tiers verticaux qui sont asymétriques. Et vous voyez que l'asymétrie est également utilisée dans le texte, puisqu'il n'est pas du tout disposé en bloc, il n'est pas du tout disposé d'une manière logique, il est un petit peu dispersé. Alors, un autre élément dont on va se servir dans la composition, au-delà de l'équilibre, de la symétrie, etc., c'est le contraste. Le contraste, ça veut dire quoi? Contraste, c'est la différence visible entre deux choses. Quand on parle de contraste, dans la vie courante, généralement, par exemple, on peut en parler pour le réglage d'une télévision ou pour une photographie. On va parler, excusez-moi, de contraste de couleur ou de contraste de luminosité. Il n'y a pas que ça comme contraste. Deux formes vont être contrastées si elles sont différentes et qu'on voit cette différence. Il peut y avoir un contraste de fonction, il peut y avoir un contraste d'échelle, grand-petit, contraste de direction, vertical, horizontal, un contraste de matière, lisse, rugueux. On peut avoir beaucoup de contrastes. Un contraste de forme, c'est par exemple un cercle, un carré. Si vous utilisez un cercle et un carré dans une composition, vous avez deux formes qui sont différentes et qui marquent leur différence, ça marque un contraste. Regardez ici, contraste de forme, donc une affiche pour l'Opéra de Bavière, vous avez une pyramide, un carré. Le contraste entre, alors on a en plus un contraste de couleur, mais ce n'est pas celui-là qu'on regarde ici, contraste de forme. Une pyramide dans le bas, un carré en haut, vous avez une forme à 3 côtés, une forme à 4 côtés. Forcément, ça établit un rapport entre les deux. Ce sont des formes qui sont différentes et qui forcément vont parler ensemble. Contraste de nature de forme, vous avez un cercle, forme géométrique pleine, un visage, qui est une forme naturelle, qui va être claire. En dessous, vous avez un gribouillis, donc une forme aléatoire, qui va être pleine aussi, qui va être noire. Ça va se renvoyer. Ici, dans cette affiche-ci, on a un contraste entre les formes. Pourquoi? Parce qu'on a à la fois des formes géométriques et très géométriques, comme du papier découpé. Donc la Lune, la Terre, la forme géométrique entre les deux, qui va faire un espèce de dessin d'altère. Et puis ensuite, des choses qui sont gribouillées dans le bas. Pour le texte, vous avez aussi une reprise de ce contraste de forme, puisque vous avez du texte qui est géométrique, qui est typographique, sur le haut de l'affiche, alors qu'en bas, vous avez un texte qui est calligraphié à la main. Contraste de fonction, maintenant. Alors, contraste de fonction, pour vous expliquer ça, je suis obligé de vous parler de Kandinsky. Kandinsky, qui donc travaillait dans l'entre-deux-guerres, dans les années 20, dans un mouvement artistique qui s'appelle le Bauhaus, dont vous entendrez parler beaucoup pendant vos études, probablement le mouvement artistique le plus influent du XXe siècle.
Kandinsky, en fait, son ambition, c'était d'écrire ce qu'il appelait une grammaire de la forme. Vous avez certainement déjà vu des tableaux de Kandinsky, j'en ai pas mis dans le diaporama, mais les tableaux de Kandinsky sont géométriques. Il utilise des nuages de formes, des points, des lignes, des taches colorées, etc. C'est souvent très joli, moi j'aime bien, après c'est abstrait, donc c'est une question de goût. Mais Kandinsky parlait d'une grammaire de la forme dans le sens où, pour lui, les points, les lignes et les plans, donc les points, les lignes et les plans, c'est les trois dimensions de l'espace plan. Hein. Le point, c'est 0 dimension. Le point, c'est juste un emplacement. La ligne, c'est une dimension. On se déplace selon un axe. Le plan, c'est 2 dimensions. On se déplace selon 2 axes. Le point, la ligne et le plan, pour lui, ont 3 fonctions différentes dans un dessin. Des fonctions visuelles, je veux dire des choses qui font fonctionner votre œil d'une manière ou d'une autre. Le point, c'est la ponctuation, ou l'accroche, ou la charnière. Pour vous en souvenir, vous pouvez vous rappeler de ce que le point vaut en grammaire. Un point, en grammaire, ça va effectivement être une limite, une ponctuation, et ça va être une charnière également. Quand vous avez deux phrases en français, c'est limité par 2 verbes en général. Vous avez des phrases à plusieurs propositions, mais peu importe, ici je me place dans le cas basique. Une phrase avec un verbe décrit une action, une deuxième phrase avec un deuxième verbe décrit une deuxième action. Comment vous limitez les 2 phrases, comment vous indiquez au lecteur qu'il s'agit de 2 actions différentes et donc de 2 phrases différentes, ben vous mettez un point entre les 2. On dit toujours qu'un point termine la phrase. C'est pas tout à fait vrai. La plupart du temps, les phrases sont suivies par d'autres phrases. Donc un point va non seulement limiter la première phrase, mais en plus il va permettre d'enchaîner avec la deuxième. L'ensemble entre un point et une majuscule va faire que vous voyez la limite entre les phrases. Et si vous voyez la limite, vous articulez 2 éléments. Le point, pour Kandinsky, en peinture, en graphisme, est également une ponctuation, une charnière entre 2 éléments. La ligne, elle, va être une structure qui va associer ou séparer. Elle va donner une direction, elle va tracer un chemin, elle va délimiter une frontière. Le plan, qui est donc une étendue, un champ, va lui donner cette impression d'espace. Attention, pour Kandinsky, un plan, ça peut être soit une masse, donc un plan, un aplat de couleurs, soit une forme, soit un réseau, un ensemble de points placés très proches les uns des autres, forme un plan, parce que c'est un réseau de points. Un ensemble de lignes placées côte à côte, ben ça forme un plan, parce que les lignes se renvoient. Exemple, dans cette image-ci, les points dans le bas de l'affiche vont former, pour Kandinsky, un plan. Les points dans le haut de l'affiche vont être proches les uns des autres, vont tendre à former un plan. C'est moins formel, c'est moins organisé, donc c'est entre le plan et le point. Les lignes qui sont derrière vont donner des directions au regard. Je ne sais pas ce que c'est peut-être comme dans le logo Monster, hein, des traces de griffes ou quelque chose comme ça, mais ça va effectivement, donc la valeur de la ligne, quand Kandinsky parle de valeur et de fonction, en fait ce qu'il veut dire c'est que, par exemple, les 3 points qui sont placés en dessous du cartouche, au milieu de l'affiche sur la droite, ces points-là vont fixer votre regard. Pour lui, la fonction, c'est simplement que votre regard va être attiré de manière fixe sur ce point. Il va forcément arrêter le parcours de votre œil. Donc forcément, on va donner une limite entre avant je me promenais, je m'arrête, et puis après je continue à me promener. Alors que la ligne, les lignes blanches qui sont là derrière, elles ne vont pas fixer votre regard en un point précis, elles vont emmener votre regard verticalement. Et les points du bas, qui sont organisés en une surface, il n'y en a aucun qui va arrêter votre regard également comme une délimitation, mais plutôt votre regard va parcourir cet ensemble de points comme s'il s'agissait d'une surface colorée. Bon, après, il faut s'en servir. Le truc, c'est que Kandinsky, quand il faisait des tableaux, lui, il utilisait les points, les lignes et les formes pour tracer des compositions qui, pour lui, renvoyaient essentiellement à l'idée de rythme et à une espèce d'idée musicale du graphisme. Kandinsky, c'était un grand fan de jazz,
Et donc, il ne faut peut-être rien voir dans les images de Kandinsky que simplement quelque chose qui est rythmé, quelque chose qui est gai, qui est entraînant, etc. Après, on peut l'utiliser aussi comme ça. Là, il n'y a pas l'idée de gai et d'entraînant. En même temps, le schéma de couleur fait aussi que ce n'est pas forcément une image qui est très très gaie. Mais par contre, on voit bien qu'il y a un rythme. On pourrait, en musique contemporaine, composer un morceau de musique qui irait avec cette affiche, où il y aurait des choses qui sont un peu irrégulières dans le haut, un mouvement de haut en bas qui serait uniforme, et puis quelque chose de très rythmé et de très régulier dans le bas avec les nuages de points. Donc ça renvoie à l'idée de rythme. L'idée de rythme, on a l'habitude de l'entendre en musique, mais elle existe aussi pour les arts visuels. Alors, contraste d'échelle, de quantité, de forme, on est dans ce qu'on appelle un rapport de force. Et donc là, on va arriver dans des choses qui vont très fort faire penser à l'op art. L'op art, c'est l'optical art, c'est en gros tout ce qui va renvoyer, tout ce qui va utiliser la manière de voir de notre œil d'une manière très physiologique. Donc les contrastes d'échelle, de quantité, de forme, c'est toujours la même chose, c'est soit il y en a plus, soit il y en a moins, soit c'est plus fort, soit c'est moins fort. Par exemple ici, ce qu'on va avoir, c'est une affiche, Jazz in Wilso. Alors c'est très difficile à lire, c'est exprès, mais si vous regardez à l'intérieur des lettres, en commençant par le rond en haut à gauche, vous voyez qu'à l'intérieur il y a un J, puis un A, puis un Z, puis un Z. C'est super difficile à lire. Et ici, l'affiche va jouer sur quoi? Sur le contraste, le rapport de force entre les 4 points du milieu et tous les autres points de l'affiche. Quelqu'un dont vous avez certainement déjà entendu parler, j'espère en tout cas, et qui joue très fort là-dessus, c'est Vasarely. Vasarely qui a fait un tas de compositions géométriques où, par exemple, ici, vous avez quoi? Vous avez un ensemble de carrés et de losanges blancs posés sur un fond noir, et certains de ces carrés ont été pivotés et forment des figures. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que ça renvoie aussi au principe de psychologie de la perception. On le verra ça en deuxième année en communication, mais quand vous avez 4 carrés qui sont transformés en losanges, 9 carrés, pardon, qui sont transformés en losanges et qui sont eux-mêmes dans une forme carrée, vous allez voir un carré. Alors qu'en fait, ce sont des formes séparées. Donc vous allez les regrouper, parce qu'elles ont la même déformation. Donc elles sont dans un même rapport de force avec l'environnement. C'est pareil ici. Ici, vous allez voir un mouvement, alors qu'en réalité, il n'y a pas de mouvement. Et à la limite, vous allez avoir un rapport de force entre le centre et l'extérieur, qui, si vous le regardez bien, va faire que vous allez peut-être voir la forme extérieure comme n'étant pas rectangulaire. Si on fixe suffisamment longtemps le centre, en fait, on va avoir l'impression que le cadre extérieur n'est pas tout à fait droit. C'est un peu bizarre. Encore un exemple ici avec des couleurs. Vasarely, en fait, il a fait ce qu'on appelle de l'art combinatoire, c'est-à-dire qu'il est parti d'une grille. Ici, on a quoi? On a une grille avec des petits carrés sur un grand carré, et puis on va tracer des moyens carrés à l'intérieur, on va mettre des dégradés de couleurs, et on va voir ce que ça donne. Parfois, ça fait un peu mal aux yeux. Moi, ceci, ça me fait un peu mal aux yeux. Mais, voilà. Combinaison, et donc rapport de force entre les différentes couleurs et les différentes formes. Avec un côté très répétitif, très symétrique, très géométrique. Voilà encore du Vasarely. Alors, contraste de mouvement ou de direction, c'est peut-être le plus simple à voir. On va pouvoir utiliser le contraste pour créer des mouvements de l'œil à l'intérieur de la forme. Après, il y a des significations qui sont... moi, j'aime pas trop. Par exemple, quand on vient avec la symbolique des couleurs ou dictionnaire des symboles et des machins comme ça, je trouve ça cliché absolument abominable, et en plus je trouve ça toujours faux parce qu'il y a toujours bien une personne pour qui ce ne sera pas vrai. Donc souvent on dit que le vertical ça renvoie à quelque chose de dynamique, à quelque chose de vivant, à quelque chose d'humain. Pourquoi? Parce que les hommes se tiennent droit. Alors que l'horizontal ça va renvoyer à quelque chose de statique, à quelque chose de lointain,
parce que l'horizon, c'est la forme d'un homme couché, donc inactif, c'est la forme de l'horizon, etc. Ça se tient. Je veux bien qu'on en parle 2 minutes, mais en même temps, construire des images là-dessus, ça me paraît vraiment très très cliché, donc moi, personnellement, voilà. Par contre, il est vrai que souvent, quand on utilise des lignes verticales en contraste avec des lignes horizontales, alors oui, effectivement, notre œil va avoir tendance à voir les lignes verticales comme quelque chose de plus actif que les lignes horizontales. Mais ça a aussi un rapport avec tout ce qu'il y a d'autre dans l'image, ça a un rapport avec le format, donc ce n'est pas une loi absolue. Ce qui est certain, c'est que l'oblique va donner un mouvement d'ascension ou de descente. Et ça, c'est important et c'est quelque chose à quoi vous devez faire particulièrement attention dans vos compositions, c'est que nous avons un sens de lecture et que ce sens de lecture, en fait, il est connoté culturellement. Quand vous avez une ligne qui est plus haute sur le format à gauche qu'à droite, vous allez lire de gauche à droite. Nous lisons de gauche à droite. D'accord ? C'est pas pareil pour tout le monde, c'est pas pareil dans tous les pays, c'est pas pareil dans toutes les cultures, nous sommes d'accord, mais là, ici, aujourd'hui, en Belgique, nous lisons tous ou à peu près de gauche à droite. Ça veut dire que, et aussi, nous sommes tous d'accord que ce qui est en bas est en bas, ce qui est en haut est en haut. La notion de bas et de haut, elle est universelle. Donc, la ligne où il est écrit Pittura et Fotografia, d'accord ? Celle-là, elle est plus haute au début qu'à la fin. Donc c'est une ligne qui descend. Okay ? Alors, une ligne qui descend, généralement, est vue comme quelque chose de pessimiste. Généralement, quand quelque chose rétrécit ou descend, ça va être vu comme quelque chose de négatif. Donc si vous faites le logo d'une société, par exemple, et que vous utilisez un logo qui va être placé sur une ligne descendante dans le sens de la lecture, ça risque, je n'ai pas dit que ça allait le faire à tous les coups, mais ça risque d'apporter une connotation négative à votre logo. Donc vous devez faire attention à ça. Maintenant, il y a toujours plusieurs manières de voir le truc. Si vous faites un logo qui va être en triangle et orienté vers la droite, est-ce que ce logo monte ou est-ce que ce logo descend ? Ben là, il descend, mais là, il monte. Et en même temps, ce logo, ce triangle vers la droite, il va marquer la direction. Le triangle va inviter à la direction. Donc, vous avez aussi un déplacement. Et un déplacement vers la droite, c'est un déplacement vers l'avenir, vers le positif. Le côté droit est toujours le côté positif, puisque c'est le futur. À gauche, le passé, à droite, le futur. Parce qu'on lit dans ce sens-là, tout simplement. Donc, encore une fois, ce n'est pas une règle absolue, mais la notion de montée ou de descente, la notion de positif ou de négatif, ce sont des choses qui peuvent provoquer des effets intellectuels chez votre spectateur, qui ne seront pas toujours conscients. Donc ça, c'est quelque chose à quoi vous devez être attentif. Quand vous avez une composition comme celle-ci, comme cette affiche-là, le positif, le négatif, l'ascension ou la descente, c'est pas du tout ce qui est à l'œuvre dans cette affiche. Ici, vous avez plutôt quelque chose qui est de l'ordre de l'explosion. Étant donné que le centre de l'affiche est occupé par les éléments signifiants et qu'il y a une mise en page qui va rayonner à partir de ce centre, les obliques, elles sont plutôt utilisées comme des rayons de soleil. La direction de cette affiche, elle n'est pas spécialement de gauche à droite. Oui, on va la lire de gauche à droite, mais dans les faits, on voit surtout des obliques qui partent du centre. Donc là, c'est un peu un contre-exemple par rapport à ce que je vous dis. Okay ? Ici, on n'est pas du tout dans quelque chose qui est linéaire de gauche à droite. Dernier contraste, le contraste de matière ou de texture. Ça peut être réel, de la vraie matière qu'on peut toucher avec les doigts, ou ça peut être suggéré par la forme graphique. Et ça va renvoyer aussi au contraste de lumière et de couleur. Vous aurez des exemples après. Donc, principalement, les 3 matières que nous connaissons, et vous allez vous en servir en 3D quand vous ferez de la texturage en 3D. Nous avons des matières mates, qui renvoient la lumière
d'une manière diffuse, des matières brillantes qui renvoient la lumière d'une manière ponctuelle, ce qui leur permet parfois d'être des miroirs, puisque la lumière étant renvoyée de manière tellement ponctuelle, elle forme une image, et on peut voir le sujet dans la texture. Et une matière satinée, c'est tout ce qui est entre les deux. Le contraste de matière peut être suggéré, puisque ici, vous avez donc une texture, une répétition de motifs sur une forme, qui va donner une impression de matière, même si ces pochettes de disques, vraisemblablement, si on les touche, elles vont être lisses, le fait qu'on les voit avec une répétition de petits points donne une impression de matière granuleuse. Pas forcément une impression photoréaliste, juste, simplement, voilà, il y a une irrégularité dans le support. Donc la matière et la texture, même combat, vous pouvez avoir un contraste entre les deux. Et ici, en fait, vous avez le recto et le verso d'un même disque, et vous voyez qu'il y a un contraste de texture entre les deux. Ce n'est pas la même impression. Bien sûr, en réalité, au toucher, l'impression va être la même, c'est du papier, mais on voit bien qu'il y a une impression de matière qui est différente entre le devant et le derrière. Et l'idée de la pochette de disque, c'est de jouer sur le contraste entre les deux. Bien, nous allons reprendre et nous allons parler de couleur. La couleur est quelque chose d'assez particulier, en fait, dans la perception humaine. Est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui sont daltoniens ? Je ne sais pas comment on peut faire l'infographie en étant daltonien, donc je ne vais pas m'occuper de vous, mais je vous le dis, vous allez avoir un problème, parce que la couleur, c'est quelque chose d'important. Cela dit, pour tout le monde, la couleur, c'est quelque chose d'assez particulier, puisque notre œil est sensible à 3 couleurs primaires, qui sont le rouge, le vert et le bleu, et que tout le reste est une combinaison de ces 3-là. Et donc, il y a par exemple des couleurs qui n'existent pas. Donc, je vais vous passer un petit film qui est fait par Eric Channel, qui est en anglais, mais je pense avoir réussi à mettre les sous-titres en français, donc vous allez être gâtés par rapport à vos collègues du cours précédent, où là, je n'avais pas les sous-titres. Et puis, on en parle après. Donc, je vous le passe tout de suite. Purple is a weird color. The formal name for purple is magenta. And the weird thing about magenta is that you won't ever see it in a rainbow. And the rainbow is supposed to be the full spectrum of colors. So why doesn't magenta appear in the rainbow? And the answer is to do with color mixing. I've always had a problem with color mixing because I know that you can't mix photons together. So you can't take a blue photon and a green photon and mix them together to get some other photon. That just doesn't happen. And yet you can mix paints together in art. Color mixing is definitely something you can do. So what's the answer? Well, actually, you can't mix colors together in physics, but you can do it in biology. It's to do with how your eyes work. For example, if I shine red light and green light into your eyes at the same time, if I cross these over, you will see yellow. So when you mix red and green together, you get yellow. And if you look at the spectrum, yellow is in between red and green. So maybe that's the rule for mixing colors together. You mix 2 colors together, you get the color in between on the color spectrum. And we can test that again, so I'll look at green and blue together. So if I mix green and blue together, I get cyan. And cyan is in between blue and green on the spectrum. So that's great, you mix 2 colors together, you get the color in between. But why? Why is that? Well, your eyes can't measure the wavelength of light directly, so it's not like a photon comes in and it's, 200 nanometers or whatever, and it detects that. Instead, you have these cone cells at the back of your eyes that are sensitive to different parts of the spectrum. So when red light comes into your eyes, there's a set of cones that fire and tell your brain you're looking at something red. So we'd call those the red cones. There's another set of cones that are more sensitive to green, so when there's green light going into your eyes, they fire and they send a message to your brain. And there's blue cones as well. So you've got red cones, green cones, and blue cones. So what about yellow? What about when you're looking at yellow light like that? Well, in that situation, you don't have a yellow cone. So what do?
Well, yellow is quite close to red, so your red cone fires a bit. And yellow is quite close to green as well, so your green cone fires a bit. So your brain is getting a message from your red cone and your green cone at the same time, and it's deciding, okay, well, I must be looking at something in between those two colours then. And that's brilliant because your brain is perceiving something about the world that it isn't able to measure directly. It isn't directly sensitive to yellow light. It does mean that you can be tricked. And so if I make red light and green light go into your eyes, but no yellow light, you will see yellow anyway. So I've got a red torch and a green torch, and there's no yellow light here. But when I combine them, you will see yellow anyway. And TVs do this all the time. So if you look up close at a TV, you'll see the individual pixels, and there are red pixels, green pixels, and blue pixels. Those are the only colours being produced by your TV. And yet, they can produce all the other colours with this trick of colour mixing. So what about purple? What about magenta? Well, what should your brain do if your red cone fires at one end of the spectrum and your blue cone fires at the other end of the spectrum, but your green cone doesn't fire? Does it do the same trick? Does it think, I must be looking at a colour in between red and blue? Well, the colour in between red and blue is green, and you're definitely not looking at something green because your green cone isn't firing. So in that situation, your brain invents a colour. It makes up a colour, and that colour is magenta. And I can show you that. So with my red and blue torches, so when they combine together, there you see magenta. Absolutely beautiful. And that's why you don't see magenta in the spectrum. You don't see magenta in the rainbow because it doesn't have a wavelength. It's just the absence of green, if you like. Just to show you the full palette of colours that you can see on a TV screen. So you get red and blue mixed together makes magenta, green and red makes yellow, green and blue makes cyan. When you mix them all together, you get white. So when your red cone, your green cone and your blue cone are firing together, you get white light. Voilà, voilà. Alors, la couleur, c'est donc quelque chose de très bizarre. Notre manière de voir la couleur n'a pas grand-chose à voir avec sa réalité physique, et on va pouvoir jouer avec la manière dont notre œil perçoit les couleurs, pour lui faire voir des choses qui n'existent pas, et pour combiner les couleurs dans des tons qui nous sembleront agréables ou pas. Ce qui va être intéressant pour les couleurs, c'est pas la couleur en elle-même. D'abord parce que, on vous l'a dit dans la vidéo, notre œil est incapable de mesurer la longueur d'onde d'une couleur, donc nous percevons la couleur par approximation, par combinaison. Ce qui va être intéressant, c'est la combinaison des couleurs, donc l'harmonie des couleurs et le contraste des couleurs. Alors, pour représenter l'harmonie et le contraste des couleurs, on a plusieurs systèmes. Un système que nous connaissons fort bien, c'est le cercle chromatique, ici dans sa version par Johannes Itten. Johannes Itten est un camarade de Kandinsky, il travaillait, était prof au Bauhaus aussi dans les années 20. Le cercle chromatique de Itten, on le connaît fort bien en peinture, parce qu'en peinture, les couleurs primaires ne sont pas les couleurs primaires de la physique. C'est le jaune, le rouge et le bleu. Et en fait, ça a à voir avec le fait qu'en peinture, on pratique de la synthèse soustractive. C'est-à-dire que quand on ajoute de la couleur, en réalité, on soustrait cette couleur du blanc. Puisque la lumière qui frappe la toile est blanche, quand on ajoute des pigments colorés, on retire des composantes à la lumière, et ce qui reste, ce sera la couleur perçue. Donc on travaille avec du jaune, du vert et du bleu. On sait que quand on ajoute par exemple du jaune, de la peinture jaune à de la peinture bleue, on obtient de la peinture verte. Vous l'avez tous déjà fait à l'école maternelle, donc je ne vais pas commencer à vous expliquer que quand on le fait avec des crayons, ça marche aussi. Par contre, si vous le faites avec des lampes, si vous avez une lampe verte, si vous avez une lampe bleue et une lampe jaune, et que vous éclairez avec une lampe bleue et une lampe jaune, vous n'aurez pas du vert. Ça ne marchera pas comme ça, parce qu'avec les lampes, on est en synthèse additive, et ce n'est pas le même système. La synthèse additive, c'est les couleurs primaires de la physique, donc c'est du rouge, du vert et du bleu. Okay, si vous voulez avoir de la lumière jaune, vous devez avoir, comme dans la vidéo, une lampe verte et une lampe rouge, et vous aurez de la lumière jaune. Par contre, le cercle chromatique de Itten, on pourrait le refaire dans une version
avec des couleurs physiques, donc rouge, vert, bleu, et puis travailler à partir de ça. Mais travaillons avec les couleurs de la peinture, c'est pas plus mal, parce que ça va nous permettre de dire plusieurs choses par rapport aux couleurs. Alors, dans ce cercle, on voit des couleurs primaires, des couleurs secondaires, des couleurs tertiaires. Les couleurs primaires, c'est les trois couleurs du centre, jaune, bleu et rouge. Couleur secondaire, on définit une couleur secondaire comme étant une couleur qui est composée de la somme de deux couleurs primaires. Donc, jaune plus bleu, ça donne vert, vert est une couleur secondaire. Jaune plus rouge, ça donne orange, orange est une couleur secondaire. Bleu plus rouge, ça donne mauve, mauve est une couleur secondaire. Couleur primaire, couleur secondaire. Ça va nous permettre de définir des couleurs complémentaires. C'est quoi deux couleurs complémentaires? C'est deux couleurs qui sont à deux extrémités opposées du cercle. Rouge, couleur primaire, sa couleur complémentaire c'est quoi? C'est vert. C'est la somme des deux autres. Okay? La couleur complémentaire c'est tout ce qui n'est pas dans la couleur. Donc, couleur complémentaire du bleu, c'est l'orange. Alors, on va pouvoir également définir des couleurs tertiaires. Une couleur tertiaire, c'est quoi? Eh bien, c'est le mélange d'une couleur secondaire et d'une couleur primaire. Si vous mélangez du vert avec du jaune, vous obtenez du vert clair. Vert clair est une couleur tertiaire. Mélangez du vert avec du bleu, ben, vous obtenez un vert plus bleu ou un bleu clair. C'est une couleur tertiaire. Mélangez du bleu avec du mauve, vous obtenez du bleu mauve. Voilà, et ainsi de suite. Donc ça, ce sont des couleurs tertiaires, c'est la combinaison d'une couleur primaire et d'une couleur secondaire. Et donc on obtient le cercle chromatique comme ça. Alors attention, attention, ce cercle chromatique ne tient pas compte de la luminosité ni de la saturation des couleurs, seulement de leur teinte. Une couleur en physique, c'est trois choses. C'est la teinte, est-ce que c'est rouge, est-ce que c'est vert, est-ce que c'est bleu. La saturation, est-ce que c'est très bleu, ou est-ce que c'est bleu pâle, presque blanc? Et la luminosité, est-ce que c'est très lumineux, est-ce qu'il y a beaucoup de lumière, ou est-ce que c'est plutôt noir? Voilà une autre représentation du cercle, où vous avez des secteurs à l'extérieur qui sont saturés à 100%, et plus vous allez vers l'intérieur du cercle, plus vous vous rapprochez du blanc, donc plus la saturation diminue. Ici, dans cette version du cercle, la saturation et la luminosité sont au maximum, et on combine uniquement les teintes. Alors, si vous voulez, pour faire bref, on pourrait dire que la saturation, c'est le fait que la couleur comporte du blanc. Si vous voulez diminuer la saturation d'une couleur, vous la mélangez avec du blanc. Rouge, vous ajoutez du blanc, ça fait rose. Le rose, c'est du rouge désaturé. Si vous ajoutez encore du blanc, vous allez obtenir du rose très clair. Plus c'est clair, moins c'est saturé. D'accord? Dans le même ordre d'idée, vous pourriez dire que la luminosité, c'est le mélange de la couleur avec du noir. Si vous ajoutez du noir à une couleur, vous la rendez moins lumineuse. Okay? Plus une couleur tend vers le noir, moins elle est lumineuse. D'accord? Alors on va pouvoir ici définir des accords de teinte. Les accords de teinte, ça va être très compliqué dans la vraie vie, parce que les accords de teinte vont être des accords en réalité de couleur, c'est-à-dire qu'on va également avoir des accords qui se font sur la luminosité et sur la saturation. Ici, je n'en tiens pas compte, on va juste définir des accords de teinte. Les accords de teinte, on peut voir par exemple que quand deux couleurs primaires sont l'une à côté de l'autre, ça jure très fort. On a des contrastes de couleurs qui sont très forts, on dit que ça vibre en composition. Deux couleurs qui vibrent, généralement, c'est pas bien vécu parce que des couleurs qui vibrent vont ajouter à la visibilité, faire un contraste très violent pour l'œil, mais par contre, elles vont pas être très lisibles parce que leur limite, le contraste entre les deux va être tellement fort qu'on va presque avoir du mal à le voir. De la même manière, deux couleurs complémentaires, rouge et vert, ou bleu et orange, ou mauve et jaune, ou bien mauve clair et vert clair, je vous ai dit, c'est à l'opposé à 180 degrés sur le cercle chromatique, ce sont des couleurs qu'on va avoir également du mal à voir ensemble, parce que de la même manière que les couleurs primaires, en fait, elles sont trop différentes l'une de l'autre, et donc elles vont presque nous faire mal à l'œil. Ce qui fonctionne bien pour définir des ensembles de couleurs, c'est de définir des triades.
Alors les triades de couleurs primaires, ça marche pas trop bien, parce que ce sont des couleurs primaires. Triade de couleurs secondaires, c'est un peu limite aussi. Par contre, on pourrait définir une triade qui serait, par exemple, je ne sais pas moi, vert clair, bleu et orange. Ça pourrait fonctionner pas mal. On va avoir un triangle équilatéral à l'intérieur du cercle chromatique. Ça pourrait fonctionner. C'est des couleurs qui sont fort différentes, fort contrastées, mais pourquoi pas. Ce qu'on peut faire aussi, ce sont des triangles équilatéraux. Par exemple, on va prendre du jaune avec du bleu mauve et du violet. Alors, il faut s'entendre, un violet mauve, moi je sais que j'ai un problème pour les décrire ces couleurs-là. Ça c'est mauve ou c'est violet pour vous? C'est rose. Okay. Donc avec du bleu et du rose. Ça va comme ça? Bleu foncé et rose, avec du jaune, ça va marcher pas mal. En règle générale, il vaut mieux éviter d'avoir trop d'opposition directe entre les couleurs. Et l'opposition, c'est défini comme quoi? Comme la distance entre deux couleurs sur le cercle chromatique. Donc si vous prenez deux côtés opposés, il y a une distance maximale, en général, ça ne va pas bien marcher. Par contre, si vous prenez une couleur et puis à l'opposé, deux couleurs qui sont espacées de 30 degrés, ça pourrait marcher pas trop mal. D'accord? Les triades à 30 degrés aussi, ça peut marcher. Vert, bleu clair, bleu. Ça peut marcher. Là, on est dans une harmonie de couleurs. Plus les couleurs sont proches sur le cercle chromatique, plus elles vont être proches dans notre interprétation, moins elles vont être contrastées, plus elles vont être harmonieuses. Alors, on va pouvoir jouer sur le contraste coloré autant que sur l'harmonie colorée. Voilà par exemple une photographie qui est dans une harmonie colorée. On est dans des couleurs analogues. Donc, il n'y a que des turquoises. Il y a des turquoises plus saturées, moins saturées, un peu plus jaune, un peu plus bleu, un peu plus foncé, un peu plus clair. Mais c'est quasiment une photo qui est monochrome. Elle n'est pas tout à fait monochrome, il y a des variantes de couleurs, mais presque. Voilà une photo qui est aussi dans des couleurs analogues, où vous avez des nuages qui vont du rose au bleu foncé, le ciel qui va du gris clair très bleu au bleu, et tout ça en fait va être très proche sur le cercle chromatique, et va s'ajouter à cela le fait qu'aucune de ces couleurs n'est vraiment saturée. Donc on va voir aussi une harmonie de la saturation. Toutes les saturations de ces couleurs sont relativement basses. On n'a pas de couleurs qui sont très colorées et très brillantes. Okay? Donc ça, ce sont des couleurs analogues, ça va fonctionner. Ici, on a des couleurs analogues. Je vous ai mis les gammes de couleurs à chaque fois. On a des couleurs analogues plus un écart qui est turquoise. Un écart, donc une couleur qui tranche, qui est turquoise. Alors, voilà, cette image, en fait, elle explique, enfin, elle démontre pourquoi une couleur n'a pas de valeur en elle-même. Le turquoise, si on vous le montre tel quel ou si on vous le montre dans une harmonie de bleu, le turquoise, c'est plutôt une couleur qui n'est pas très brillante, qui est un peu passée, qui est un peu délavée. Ici, étant donné que cette ligne horizontale turquoise, cette photo, c'est un empilement de ligne horizontale, hein, et la ligne turquoise, c'est la couleur la plus saturée et la plus brillante, et du coup, c'est elle qui est l'accent coloré. Dans une autre photo, elle pourrait tout à fait passer inaperçue et justement être une couleur pas saturée. Si on avait un accent rouge ailleurs, ce serait l'accent rouge qui serait l'accent tonique de la photo. Ici, pas du tout. Ici, on est dans des couleurs analogues et on est dans un camailleux. Alors, un camailleux, qu'est-ce que c'est? Un camailleux, c'est un arrangement de couleurs désaturées qui tendent vers le gris. On est dans un camailleux de bleu, on peut faire des camailleux de rouge, ça donne une couleur un peu vieille rose. On peut faire des camailleux de vert, mais ce sont des couleurs qui sont désaturées. Donc pareil, dans des couleurs analogues. Complètement le contraire ici, Sonia Delaunay. Sonia Delaunay qui est une artiste du début du XXe siècle, fin 19e, début XXe siècle. On est proche de Kandinsky ici. Kandinsky le fait de manière géométrique et beaucoup plus précise, avec des traits beaucoup plus nets, mais Sonia Delaunay, elle l'expérimente sur les formes géométriques et elle l'expérimente sur les couleurs, qui sont des couleurs exprès très saturées, et donc elle veut voir quel effet les couleurs vives et très tranchées vont produire sur l'œil humain. Et bon, souvent, ce sont des tableaux où il y a de l'énergie. Hein. Plus une couleur est saturée, plus elle va receler d'énergie lumineuse. Et donc cette énergie lumineuse va nous donner un aspect dynamique, énergétique aussi, quand on la regarde.
mais on est dans des formes qui sont... C'est exprès dessiné à la main, c'est exprès pas très précis, hein. C'est pas qu'elle était pas bonne dessinatrice, c'est juste que c'est exprès passé d'une règle et d'un compas. Kandinsky fait ça de manière un peu plus géométrique, et vous voyez qu'on est aussi dans des arrangements de couleurs, dans des équilibres de couleurs, jaune sur la figure à gauche, dans le fond à droite, mauve sur la figure à droite, dans le fond à gauche, des accents colorés, des lignes. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit de la grammaire des formes avec Kandinsky. Ici, vous avez des points qui vont fixer le regard, vous avez des lignes qui vont délimiter. Vous pouvez, si vous le voulez, voir un visage sur la gauche. Kandinsky n'a pas dessiné un visage, mais vous êtes libre de le voir. On peut voir un œil, on peut voir un nez. Auquel cas, l'œil, un point, va fixer le regard, pas seulement le regard du personnage, mais le nôtre. Et puis les lignes vont délimiter le profil du nez sur la gauche. Donc, vous pouvez voir ça. La grande ligne épaisse noire qui est un peu en spaghetti là sur la droite va emmener votre regard autour de la forme de droite. Elle ne va pas délimiter, elle va plutôt montrer un chemin, un parcours. Voilà, on est dans la grammaire de l'image. C'est une image qui ne veut pas dire grand-chose, mais on est dans quelque chose de... Kandinsky était un grand amateur de jazz. Et on retrouve l'esprit du jazz dans ces images. Si vous connaissez un peu le jazz, c'est une musique qui est rythmée, qui est syncopée, qui obéit à des rythmes et à des variations. Voilà, on retrouve cet aspect un peu jazzy dans les photos. Dans les peintures de Kandinsky. Il ne faisait pas de photos, Kandinsky. Donc il y a cet esprit-là, mais en même temps, ça ne représente pas, c'est de l'abstrait. Donc on est plus dans la sensation que vraiment dans la représentation. Complètement autre chose, de beaucoup plus géométrique, qui renvoie un peu à ce que faisait, par exemple, Mondrian. Niklaus Troxler, ici, pour une affiche, où on est vraiment... Là, vous voyez le côté visuel, le côté visible qui ressort. On est dans des couleurs primaires, hein, rouge, vert, bleu, et puis du blanc, et puis du noir. Et on est dans la répétition stricte d'un motif géométrique qui va être très agressif pour l'œil, qui va presque empêcher la lisibilité, puisque le contraste de teinte va être très fort et va nous empêcher presque de lire. Je vous le redirai tout à l'heure, mais les contrastes de teinte vont toujours renforcer la visibilité. Donc le côté spectaculaire. La lisibilité, elle viendra des contrastes de luminosité. Mais je vous le redirai tout à l'heure. Il y a un logiciel qui est intéressant qui s'appelle Adobe Color, qui existe sur smartphone et qui existe aussi pour desktop, où vous pouvez envoyer des images, et donc couleur, ça s'appelait couleur avant, pardon, ma langue fourche, ça s'appelle Color maintenant. Color va analyser les dominantes colorées de l'image et construire des gammes. Alors vous pouvez prendre d'après une photo, et alors voilà, il va isoler, dans cette photo, il y a principalement 3 sortes de rouge, 2 sortes de vert. 3 sortes de rouge, 2 sortes de vert, en fait, si vous le placez sur un cercle chromatique, vous allez voir que ce sont des couleurs primaires. Color travaille avec les couleurs physiques. Donc vous voyez que vous avez du bleu, du vert et du rouge. Donc on n'est pas dans le cercle chromatique de la peinture, on est dans le cercle chromatique de la physique. Les couleurs vont être définies en RVB, hein, vous le voyez sur l'écran de droite. Et alors, Color va vous permettre de construire des gammes, de les situer sur le cercle chromatique. Regardez dans l'image du centre, vous voyez le cercle chromatique avec principalement 3 directions. 2 directions dans le rouge, 2 directions dans le vert, 1 direction dans le bleu. Okay, donc il y a principalement 3 axes. Et sur 2 de ces axes, il y a 2 couleurs. Donc vous allez avoir des variantes. Alors, au-delà des triades, ce qui fonctionne bien, Color construit toujours des gammes de couleurs sur 5 tons, où il va y en avoir 3 principaux. Donc, dans l'image du milieu, vous voyez qu'il y a du bleu, du vert et du rouge, mais le vert est doublé, le rouge est doublé. Vous allez avoir 3 couleurs principales plus 2 secondaires. Et puis après, vous pouvez remanier vos couleurs, etc. C'est vraiment un très bon outil si vous voulez construire des gammes colorées, les visualiser sur le cercle chromatique, et donc évaluer si elles fonctionnent ensemble ou pas. Puis vous avez de très jolies visualisations avec des analyses complètes d'images, avec tous les tons qui sont situés comme s'ils étaient sur le cercle chromatique et leur quantité, etc. Bref, vous pouvez faire plein de choses avec Adobe Color, je vous laisserai expérimenter avec ça. Je pense qu'en 2e année, M. Delayen va vous faire découvrir le logiciel au cours.
Alors, ce qui est intéressant dans les couleurs, c'est pas la valeur de la couleur en soi, je vous l'ai dit, je vous le redirai avec l'interprétation des formes, le dictionnaire des symboles, la symbolique des couleurs, moi ça me saoule. C'est pas que ce soit forcément faux, vous avez parfois des trucs qui sont justes, vous avez 10 milliards de pages web, de préférence un peu ésotériques avec des photos de petits chats où on vous explique la couleur et son interprétation. C'est pas vraiment que c'est faux, c'est que c'est forcément pas complet et forcément pas juste parce qu'une couleur n'a pas de valeur en elle-même, elle a une valeur en rapport avec ses voisines et que intervient dans le rapport de couleur un rapport de dimension et un rapport de motif. Par exemple, les couleurs chaudes ont toujours l'air d'être devant les couleurs froides. Bon ben, il y a un rapport de quantité aussi. Dans le contraste en haut à gauche, on peut peut-être voir le rouge comme étant effectivement devant, puis dans le contraste du milieu, en haut, c'est peut-être un peu moins clair. Le drapeau portugais, là en bas à droite, là c'est beaucoup moins clair pour moi, peut-être que ce sera plus clair pour vous. Ça dépend des gens, ça dépend des quantités, ça dépend de comment on l'emploie. Il y a des contrastes de couleurs, il y a des harmonies de couleurs, puis il y a des contrastes chaud-froid, luminosité, qualité, quantité, etc. C'est extrêmement compliqué à identifier de manière pure et détachée d'un contexte. On doit le faire avec des images. Petite note avant de vous montrer d'autres images, il y a un truc un peu paradoxal avec les couleurs chaudes et les couleurs froides. Par exemple, une flamme, plus elle a une couleur chaude, donc plus elle tend vers le rouge, plus elle est froide. Les flammes bleues sont plus chaudes que les flammes rouges. Ça, par exemple, si vous avez un dragon qui crache des flammes bleues, il est beaucoup plus dangereux qu'un dragon qui crache des flammes rouges. Il y a peut-être 2 ou 3 qui voient de quoi je parle ici, pour les autres, tant pis. Voilà. Donc méfiez-vous. L'hiver arrive, hein, vous savez bien. Bon. L'hiver arrive et ça craint. Bref, une affiche de Karl Pippo. Une affiche sur pour une exposition de Karl Pippo. L'affiche est de Karl Pippo, mais c'est une exposition de ses affiches. La visibilité, je vous l'ai dit tout à l'heure, donc le côté spectaculaire d'un visuel, est surtout lié à l'intensité, c'est-à-dire à la saturation des couleurs, et au contraste des teintes. Okay ? Donc teinte et saturation, plus vous avez des contrastes forts, plus ça va renforcer la visibilité, le côté spectaculaire, le côté qui se démarque du fond. Par contre, la lisibilité, elle est essentiellement liée au contraste de luminosité. Or ici, vous avez une affiche qui est très visible, parce que vous avez de forts contrastes colorés et que vous avez une couleur primaire dans le fond qui est vraiment d'une intensité extrême. Par contre, si on mesure la luminosité du texte blanc et du rouge du fond, ben la luminosité dans les deux cas est de 100%. Donc vous n'avez pas de contraste de luminosité entre le texte et le fond. Ça diminue la lisibilité de l'affiche. Le texte blanc sur fond rouge, c'est vraiment pas très lisible. Okay ? Donc vous allez avoir une affiche qui va être très visible, très tranchée, très spectaculaire, mais peu lisible. Ici, ça fait presque mal aux yeux, tant la couleur rouge est saturée. Ici, on va être dans autre chose. On a une harmonie de couleurs, dans le fond avec le brun, le bleu et le bleu clair. Et puis on a 2 couleurs qui tranchent, de l'orange et du rouge. Alors l'orange du fond va quand même se rapprocher un peu du brun du fond, donc on va être grosso modo dans une harmonie dans le fond. Et puis vous avez un accent coloré qui est le rouge, qui va trancher avec le fond. Si vous le regardez sur le cercle chromatique, il va être presque opposé. Vous avez un rappel de l'orange avec le numéro qui est dans le carré. Mais là, vous avez une lisibilité qui est bien supérieure à la fiche précédente. Alors, la lisibilité, il n'y a pas qu'un seul paramètre. Okay ? Vous avez aussi le fait que les caractères sont plus grands. Mais, contre la lisibilité, vous avez aussi le fait que les caractères sont disposés un peu n'importe comment et qui se superposent. Ça, forcément, ça nuit à la lisibilité. Par contre, du strict point de vue de la couleur, vous avez un bon contraste entre le rouge, qui est un rouge foncé, et le blanc des caractères, qui est beaucoup plus lumineux. Donc, comme vous avez du contraste de luminosité, c'est toujours du texte blanc sur fond rouge, mais vous avez un plus grand contraste de luminosité ici que là.
Bien. Donc on peut utiliser ces contrastes et ces harmonies, mais il faut toujours se rappeler, quand on aborde la signification des couleurs, et donc les principes sémantiques qui sont dans la couleur, que la culture, l'aspect culturel, l'aspect relatif des couleurs est toujours plus important limite que le reste. Donc, par exemple avec le mariage, des exemples célèbres. Alors il y a toujours cette bonne blague aussi du petit garçon qui voit un mariage, enfin deux personnes qui se marient, là, qui sortent de la maison communale, et il est avec son papa, il demande à son papa, papa, pourquoi est-ce que la mariée elle est en blanc? Papa qui dit, ah bah parce que le blanc c'est la couleur du bonheur. Et un petit garçon qui dit, d'accord, mais alors pourquoi le marié est en noir? On n'a toujours pas répondu à cette question à l'heure actuelle. Je ne sais pas. Mais en tout cas, effectivement, on va se marier en noir et en blanc. En tout cas, en Belgique. Là, le plus souvent, en Europe occidentale. Par contre, en Chine, on se marie en rouge. C'est un peu plus voyant. Mais bon, c'est une autre tradition. En Indonésie, on va se marier en noir et en doré. C'est encore autre chose. Mais donc dire que le blanc c'est la couleur du mariage, ben non. Dans beaucoup de pays d'Orient, le blanc c'est la couleur du deuil. Donc, alors que chez nous, la couleur du deuil c'est plutôt le noir, voire le noir et le mauve. C'est très connoté culturellement. Donc il faut toujours être extrêmement prudent dans l'interprétation des couleurs. Okay ? Donc quand vous allez voir le dictionnaire des couleurs et la symbolique des couleurs sur Internet, de grâce, voyez ça avec beaucoup de recul. Dites-vous bien qu'il y a plus d'exceptions que de cas généraux, donc prenez du recul. Par ailleurs, les couleurs ne valent rien sans la forme. La forme qui est dessinée par les couleurs va donner un grand coup de pouce au sens également. Ces deux images-là, elles ont exactement le même schéma de couleurs, donc du jaune doré, de l'orange, du brun chaud, et pourtant ces deux images, elles ne signifient absolument pas la même chose. Il y en a une qui renvoie plutôt à quelque chose d'un peu nostalgique, fin de saison, c'est l'automne, tout ça, et puis l'autre, c'est de l'or. Donc il n'y a aucun rapport entre les deux images. La forme va beaucoup plus convoyer le sens que la couleur. Alors oui, je sais qu'on va dire que la laie du dessus, elle est dans des couleurs qui sont dorées. Mais ce n'est pas pour ça que l'image du dessus renvoie à l'idée de richesse. D'accord ? Donc l'interprétation, c'est le sens profond de l'image, les significations qui sont dans l'image. Pareil ici, vous avez encore une fois les mêmes schémas colorés, du jaune doré, de l'orange, du brun chaud. Mais par contre, vous avez un contraste de couleurs. La couleur, les schémas de couleurs ne valent rien en eux-mêmes. Ils valent par le contraste avec le reste de l'image, ici des couleurs qui sont bleues, qui sont la nuit, donc ça va plutôt renvoyer à la lumière, à la vie. Seuls les contrastes de couleurs vont compter. Une couleur en elle-même ne vaut rien, il faut toujours la voir par rapport au contexte, par rapport à la forme, par rapport aux autres couleurs. Le langage des couleurs, il est complexe. Il n'est absolument pas univoque. Il va changer dans le temps, il va changer dans les couleurs. La couleur, c'est un symbole. Alors, un symbole, ça a une définition en sémantique. Je vous lis la définition de Charles Peirce, qui est un des fondateurs de la sémiologie, l'étude des signes. Un symbole, c'est un signe qui se réfère à l'objet en vertu d'une loi, à l'objet qu'il dénote, en vertu d'une loi, habituellement une association générale d'idées, qui provoque le fait que le symbole est interprété comme référent à l'objet. Donc un symbole, c'est un type de signe qui va renvoyer à un objet en vertu d'une association d'idées qui va être suffisamment générale pour qu'on en fasse une loi. D'accord ? Sauf que les idées, c'est relatif. Les idées sont soumises à l'interprétation humaine et donc sont variables selon les gens, selon les époques, selon les cultures, selon plein de choses. Et les idées ne sont jamais univoques. Le rouge peut être la couleur de l'amour, du romantisme, etc. Quand on le voit sur une rose, alors on a la forme de la rose qui va préciser le sens. C'est-à-dire, voilà, c'est une rose, c'est quelque chose qui renvoie à une idée plutôt noble, liée à l'amour, en gros. Et puis après, vous avez le rouge qui va renvoyer à la connotation de danger, le sang, la violence, etc. Donc, ici, on est dans des couleurs franches, des couleurs primaires, bleu, rouge, jaune.
dans un dessin qui a un côté un peu enfantin, et en même temps, si vous regardez le slogan qui est sur le bas de l'affiche, c'est une affiche qui est très forte, parce qu'elle renvoie au monde de l'enfance en disant attention, le monde de l'enfance, il y a des choses qui ne sont pas correctes avec l'enfance, d'où la robe, d'où la jupe qui est rouge. D'accord ? Le rouge, dans ce cas-ci, a une connotation de danger, pas d'amour. Le rouge est une couleur, et comme couleur, vient toujours en complément des autres signes. Des mots, des formes, et donc il ne se laisse pas interpréter facilement. On a toujours une intuition, un ressenti, un raisonnement par rapport à la couleur, des trucs tout faits comme ce que vous voyez sur les pages web symboliques de la couleur. C'est pas complètement idiot en soi, hein, il y a probablement un peu de vrai là-dedans, mais si on se fie absolument à ces interprétations à l'emporte-pièce, sans contexte, sans laisser de place à l'interprétation, c'est toujours faux. Donc les couleurs sont quelque chose d'extrêmement délicat à utiliser dans une composition. Vous devez toujours vous rappeler qu'il y a des harmonies de couleurs, il y a un cercle chromatique sur lequel on peut situer les couleurs, où on peut déterminer leur similitude, leur différence. Elles ont des interprétations, oui, mais qui sont des interprétations variables et relatives, et elles ne fonctionneront jamais en dehors du dessin, donc de la forme qui est représentée dans votre image. Donc c'est quelque chose qui est un peu particulier pour la composition. Ça va ? Par ailleurs, comme vous êtes infographiste et qu'il y a des daltoniens parmi vous, eh bien vous allez apprendre au cours de mise en page et au cours de projet que effectivement, on doit aussi, dans certains cas, tenir compte du daltonisme des gens qui pourraient regarder l'image pour ne pas composer n'importe comment et ne pas utiliser les peintures n'importe comment. Ça, ce sont des contraintes techniques qu'on verra au moment où on en aura besoin, mais pas ici, on le fera au cours de projet.